Dans un épisode précédent, j'ai présenté un palmarès des meilleures et des pires approches nutritionnelles pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Les experts mandatés par l'American Heart Association ont identifié les diètes cétogènes parmi les pires approches nutritionnelles pour la santé cardiovasculaire. Toutefois, plusieurs scientifiques s'intéressent aux diètes cétogènes dans d'autres contextes cliniques, notamment pour la prévention ou le traitement de certaines conditions rares de santé pour lesquelles les traitements sont inexistants ou peu efficaces. La Dr Catherine Mounier est professeure titulaire et directrice du département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Elle cumule plus de 3 décennies de recherche sur les lipides. Dr Mounier s'intéresse au rôle des acides gras et aux enzymes qui les régulent tant dans le syndrome métabolique que dans les maladies neurodégénératives. Elle a publié plus de 60 articles scientifiques dans ce domaine et est très active dans plusieurs associations nationales et internationales de recherche fondamentale en métabolisme des lipides, notamment à titre de membre du comité exécutif de la Société québécoise de lipidologie, de nutrition et de métabolisme, la SQLNM. Aujourd'hui, la professeure Mounier nous parlera de ses travaux de recherche et plus spécifiquement de l'impact des diètes cétogènes sur la santé. Donc, bonjour à toutes et à tous. On m'a déjà présenté, donc je ne me représente pas. Je tiens à vous parler en ce moment des diètes cétogènes, donc à savoir que est-ce que c'est vraiment bénéfique pour la santé? C'est des diètes qui sont très à la mode en ce moment et il y a beaucoup de recherches controversées, entre autres, sur ces diètes-là. Et je vais vous faire un petit tour un petit peu sur les diètes cétogènes. Qu'est-ce que c'est? Elles sont utilisées pour le traitement de quelles pathologies et quels en sont les effets, soit bénéfiques ou non. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une diète cétogène? Bon, en gros, une diète cétogène, c'est une diète qui est riche en lipides et très pauvre en sucre. Alors, de façon très simple, on a beaucoup de lipides, on a peu de sucre. En général, les sucres, c'est moins de 10% des apports journaliers. Et le but, c'est de mettre le corps en cétose, donc de former des corps cétoniques. Je vous l'expliquerai plus tard qu'est-ce que sont des corps cétoniques. Mais en gros, on coupe les sucres, donc pas de pain, pas de pâtes, bien sûr, pas de gâterie, peu de fruits, mais surtout des légumes, soit des viandes, et surtout beaucoup d'huile et entre autres beaucoup de graisses de façon générale, ou des graisses animales. Je vous montre ici juste les publications qui ont été faites depuis 2020 sur les diètes cétogènes. Je dirais que depuis 2020, depuis 2000, le nombre a augmenté de façon exponentielle, le nombre d'articles publiés sur le domaine, avec beaucoup de recherches qui ont été faites récemment. Mais c'est très récent, il manque beaucoup en fait de données, comme vous allez le voir, pour pouvoir savoir si la diète cétogène est bénéfique ou pas. Mais comment définit-on une diète cétogène? Donc une diète cétogène, elle peut être modérée ou riche en protéines, suivant le type de diète. 10 à 15 grammes de sucre par jour, avec un maximum de 50 grammes par jour. Et le reste est des apports en matière grasse. Donc, on définit souvent les diètes cétogènes classiques avec un rapport 4-1. Donc, la quantité de matière grasse de lipides, mettons, de façon simplifiée, si c'est de 4 grammes, la quantité de protéines et de sucre sera de 1 gramme. Donc, vous le voyez, en gros, c'est 60% de lipides, 30% de protéines et 10% de glucides. Vous allez me dire, oh, ok, c'est ça la diète cétogène, mais comment peut-on la comparer à une diète traditionnelle? Alors, une diète conventionnelle, c'est la diète que vous mangez tous les jours. En général, elle est modérée en protéines. Elle est riche en sucre, de 130 à 225 grammes d'apport journalier. Là, on parle de 10 à 15 grammes. Et modéré en matière grasse. Donc, en gros, c'est 25 à 30% de lipides, 12-17% de protéines et de 50 à 60% de glucides. On peut même pousser ces diètes-là cétogènes jusqu'à avoir 90% de lipides. C'est vraiment les diètes cétogènes extrêmes. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 2 fois la diète de type western. Alors, qu'est-ce que la diète de type western? C'est la diète de type nord-américaine qui est considérée très délétère pour les effets métaboliques.
Mais ces diètes conventionnelles, ces diètes cétogènes conventionnelles avec 60 à 90% de lipides sont en général prescrites dans 90% des cas pour des traitements vraiment spécifiques. J'ai juste j'aime beaucoup parler de l'histoire, moi, de la science, mais l'histoire de la diète cétogène, c'est quoi? La diète cétogène, tout comme le jeûne, entraîne les états de cétose de notre organisme. Les premières notes que l'on a dans l'histoire, c'est de 500 ans avant Jésus-Christ. On a le traitement de l'épilepsie qui a été fait lorsqu'on met le corps en cétose. En 1920, Guelpa et Marie ont publié un premier article sur la diète cétogène en 2020, sur le jeûne, excusez-moi, en 2020, qui montrait l'état de cétose de l'organisme. Pour souligner des choses comme quoi c'est assez pensé, assez ancien, même dans la Bible, le Christ a dit « J'ai guéri un enfant épileptique ». Et vous l'avez guéri comment? Grâce à la prière et au jeûne. Et au jeûne, le jeûne aussi a quand même des effets bénéfiques pour le traitement de l'épilepsie. Donc la diète cétogène, Woodyard et Wilder, en 1921, ont montré que la diète cétogène pouvait mimiquer le jeûne, c'est-à-dire entraîner un état de cétose. Et on commençait à développer cette diète justement pour les patients épileptiques. Je tiens à souligner par contre que les mécanismes d'action du jeûne et de la diète cétogène sont différents, mais le but est vraiment de former des corps cétoniques. Vers la fin du XXe siècle, à peu près, on a eu quand même plusieurs traitements qui ont été mis en routine chez les patients, essentiellement chez les enfants épileptiques. On a remarqué que c'était beaucoup moins efficace chez l'adulte. Mais c'est surtout pour des patients qui étaient résistants aux traitements anti-épileptiques. Et depuis 20 ans, alors là, il y a une explosion de l'utilisation, surtout chez des patients qui ont différentes pathologies et qui présentent des résistances à toutes les médicaments qui ont été donnés pour le traitement de ces patients. Et il y a un intérêt qui est de plus en plus important pour la gestion du métabolisme, comme on le verra par la suite. À date, c'est un résumé très, très général sur quels sont les effets de la diète cétogène. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un effet clair sur l'épilepsie. Ça a été fait depuis très longtemps. Il y a un effet qui est quand même assez intéressant pour des patients qui ont une déficience du complexe pyruvate déshydrogénase ou GLUT1, c'est-à-dire ces patients dont l'organisme ne peut pas gérer adéquatement le glucose que l'on mange, donc les sucres que l'on mange. Ça a été montré avoir des effets aussi sur le diabète, l'obésité, le syndrome de l'ovaire polykystique, même des effets sur le Parkinson, l'amélioration des symptômes associés au Parkinson, à l'Alzheimer, à la sclérose en plaques. Beaucoup de données aussi sur le cancer, quelques données sur l'autisme, une ou deux études sur l'acné et l'asthme. Bref, elle semble avoir une pléthore d'effets elle affecte essentiellement la signalisation cellulaire à l'intérieur des cellules, c'est-à-dire comment la cellule fonctionne, un effet sur le métabolisme et aussi un effet sur l'inflammation de façon générale. Donc, quels sont les médiateurs de l'effet de cette diète cétogène? En état normal, lorsqu'on prend du sucre, par différents mécanismes, entre autres, les collègues le connaissent, la glycolyse, le cycle de Krebs, on forme du pyruvate qui, lui, est pris en charge par notre usine de formation d'énergie, qui est la mitochondrie, et via la chaîne de phosphorylation oxydative, va faire de l'énergie, en fin de compte, va permettre de donner de l'énergie à l'ensemble de notre organisme. Sauf que dans le cas des diètes cétogènes, nous n'avons plus de sucre, ou très peu. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du foie? Le foie va déclencher un mécanisme qu'on appelle la cétogénèse. Donc, en gros, les acides gras, les lipides que l'on prend par l'alimentation vont être rapidement transformés en oxaloacétate, qui lui-même va être transformé en acétone et en bêta-hydroxybutyrate. Alors, c'est ce qu'on appelle ici l'acétoacétate et l'hydroxybutyrate, c'est ce qu'on appelle les corps cétoniques.
l'acétone est quand même souvent pas repris en charge par l'organisme, il est très volatile. Souvent, on dit d'ailleurs, les patients diabétiques qui sont en cétose ont une haleine qui sent l'acétone. Mais essentiellement, l'oxaloacétate, mais plus particulièrement le bêta-hydroxybutyrate, qui représente à peu près 80% des corps cétoniques qui sont formés lorsque notre organisme est en état de cétose, vont aller dans le sang et vont pouvoir accéder à différents organes périphériques à l'extérieur du foie, mais aussi dans le foie, prise en charge par la mitochondrie et surtout de prise en charge de façon très efficace par la chaîne de phosphorylation oxydative pour à ce moment-là former cette énergie que l'on ne peut plus faire lorsqu'on n'a pas de glucose. Donc, il a été montré que ça fonctionnait au niveau du foie, du pancréas, du cœur, des muscles, du cerveau et même de tout l'organisme via différentes études faites chez les patients qui ont différents cancers. Quels sont les mécanismes d'action de l'hydroxybutyrate? Alors, je ne vais pas vous faire peur avec les différents mécanismes d'action moléculaire. Je vais vous faire juste une idée générale de comment cet hydroxybutyrate peut influencer les mécanismes d'action à l'intérieur de notre organisme. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça agit au niveau de notre machine, de notre usine à faire de l'énergie qu'on appelle la mitochondrie. Donc, ça augmente notre dépense énergétique puisque ils sont extrêmement bien brûlés, ce bêta-hydroxybutyrate est vraiment, vraiment transformé par la mitochondrie pour donner de l'ATP, donc donner de l'énergie. Il a été montré aussi que ça diminue le stress oxydatif. Alors, ce fameux stress oxydatif avec les espèces réactifs, les fameux ROS, les espèces réactifs d'oxydants, là, qui, en fin de compte, sont délétères pour notre organisme. On a montré que l'hydroxybutyrate, par différents mécanismes, pouvait diminuer ces composés-là, en fin de compte, qui sont délétères pour notre santé. De façon très intéressante, ça a été montré que vraiment diminuait le bêta-hydroxybutyrate, diminuait l'inflammation, entre autres là, lorsqu'il est pris en charge par des récepteurs qui ont été très bien caractérisés, les MCT1-2, qui inhibent directement le complexe l'inflammasome, donc le complexe qui gère l'inflammation au niveau de notre organisme, mais elle agit aussi via d'autres récepteurs qui vont inhiber ce qu'on appelle un facteur de transcription qui gère l'expression des gènes, essentiellement le NF-κB, qui est essentiellement impliqué dans l'expression des gènes pro-inflammatoires, et il inhibe la maturation de ce NF-κB. Donc, et aussi, il va moduler le bêta-hydroxybutyrate, l'expression de nombreux gènes, donc via, bien sûr, le NF-κB, mais aussi en agissant sur une histone désacétylase qui, en fin de compte, déroule l'ADN et permet l'augmentation de l'expression de certains gènes et ensuite des gènes pro-inflammatoires, mais pas les seuls. Là, je vous ai un petit peu parlé des mécanismes d'action. Je vais vous faire un survol dans qu'est-ce qui est connu de l'effet des diètes cétogènes dans différentes pathologies. Et bien sûr, je commencerai par l'épilepsie, parce que je pense que cette diète-là a été caractérisée au début pour l'épilepsie. Et pourquoi elle fonctionne très bien? C'est parce que les corps cétoniques sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. Alors que de nombreuses lipides, entre autres, mais de nombreuses choses ne peuvent pas traverser la barrière, mais le bêta-hydroxybutyrate le fait très bien. C'est surtout utilisé en ce moment pour des enfants résistants aux effets antiépileptiques parce que leur foie s'adapte très bien à former des corps cétoniques beaucoup plus que chez l'adulte. Donc, c'est vraiment utilisé surtout chez les enfants qui sont résistants. Et il y a même des études qui ont montré qu'après 6 mois de diète, il y avait une diminution de 90% des crises d'épilepsie chez l'enfant. Par contre, il faut être très précautionneux parce que ces diètes-là, il y a souvent des plus faibles quantités de protéines. Donc, il faut vraiment adapter la quantité de protéines pour permettre un développement adéquat de l'enfant. Pas juste des protéines, des vitamines. Il faut avoir quand même une diète bien complète. Comment ça a été expliqué comment il pouvait agir en fin de compte sur l'épilepsie? On sait que l'épilepsie, c'est un débalancement au niveau membranaire des neurones. Donc, et avec surtout une déficience au niveau des canaux ioniques voltage dépendants. Et au niveau synaptique, dans l'épilepsie, on a une diminution d'un neurotransmetteur
euh, inhibiteur qui s'appelle le GABA et une augmentation d'un neurotransmetteur excitateur qui s'appelle le glutamate. Donc, on augmente l'excitabilité des neurones avec une hyperexcitabilité, une hypersynchronie. Donc, en fin de compte, on a une hyperstimulation qui entraîne cette crise d'épilepsie. Et ce qui a été montré, c'est que le bêta-hydroxybutyrate augmente de façon très intéressante ses fonctions neuronales, aussi en ayant des effets sur la libération des neurotransmetteurs. Il y a plusieurs études qui ont montré clairement que ça diminue la libération du glutamate, donc ce neurotransmetteur excitateur qui pourrait expliquer pourquoi on a des effets, entre autres, sur l'épilepsie. L'utilisation de la diète cétogène aussi a commencé à être développée pour d'autres maladies neurodégénératives, entre autres pour la maladie d'Alzheimer. On a remarqué, alors ça a été fait sur quelques études, une vingtaine de patients par étude, c'est quand même pas énorme, avec des diètes de 12 à 24 semaines. Et on a remarqué que ça diminuait l'accumulation des plaques amyloïdes et la toxicité des feuillets A-bêta, qui sont vraiment des choses qui sont extrêmement importantes qu'on observe chez les patients Alzheimer. Et aussi, ça pallie le défaut d'utilisation du glucose par le cerveau, qui est un des symptômes associés à la maladie d'Alzheimer. On a remarqué aussi qu'il y avait des effets sur quelques études. Alors, il y a en gros 2-3 études qui ont été faites chez les patients parkinsoniens, avec une étude avec 5 patients, c'est quand même très faible, une étude sur 38 patients. C'est pareil, des temps de diète de 12 à 24 semaines. Mais de façon intéressante, ils ont observé qu'il y avait une inhibition des processus neurodégénératifs, une diminution de la mort des neurones dopaminergiques, qui est un des facteurs importants du développement de la maladie de Parkinson. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, une amélioration des fonctions mitochondriales qui est souvent déficiente chez les patients parkinsoniens. Ça a été utilisé aussi pour d'autres maladies comme la sclérose latérale amyotrophique, l'anxiété, la dépression, mais le nombre d'études cliniques reste encore extrêmement limité à ce niveau. Je vais vous parler un petit peu de nous, ce qu'on a fait pour les maladies neurodégénératives. Entre autres, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux diètes cétogènes. C'est chez l'enfant Krabbe. Alors, les enfants Krabbe, c'est des enfants qui ont une maladie extrêmement rare. C'est un bébé sur 250 000. Et il y a une mutation du gène GALC, qui est le gène qui code pour une enzyme qui s'appelle la galactocérébrosidase, qui dégage les galactocérébrosides. Mais en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne la mort des cellules qui synthétisent de la myéline. Donc, la myéline qui est l'isolant, en fin de compte, des neurones, à la fois au niveau du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Donc, on parle à ce moment-là des cellules de Schwann et des cellules des oligodendrocytes. Et ce qu'on observe, c'est que l'enfant est souvent décédé avant 2 ans. Et j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer Linda Marie, une maman avec son petit garçon qui avait la maladie de Krabbe. Et elle a remarqué, elle utilisait donc cette diète cétogène et elle a remarqué que elle a fait quand même un protocole très long, de 1 à 4 ans, que l'enfant, comme on le voit au début de la diète, était très apathique, il était sous anticonvulsif. Lorsqu'il était mis sur la diète, l'enfant se réveillait, il pouvait même presque se nourrir seul, alors que ses enfants sont nourris par sonde, à la fin, avec une autonomie qui semble avoir un regard captivé, et l'enfant mourait dans de meilleures conditions à l'âge de 3 ans. Donc, grâce à une don des fondations de 2 mamans, entre autres de Linda et d'une maman en France, nous avons commencé à essayer de comprendre comment cette diète cétogène pouvait avoir un effet sur les enfants atteints de la maladie de Krabbe. Pour cela, nous avons utilisé des souris qui sont des souris qui ont une mutation similaire à celle que l'on observe chez les enfants Krabbe et qui, en fin de compte, peuvent récapituler tous les symptômes que l'on a chez l'enfant. Et ce que nous avons observé, c'est que déjà, on a une augmentation de la durée de vie des souris qui est un peu similaire de ce qu'on observe chez l'enfant. On n'est pas encore optimisé au niveau on ne double pas la vie pour l'instant, mais c'est vraiment sur la bonne voie. Mais surtout, ce que nous avons démontré, et puis c'est ça que je veux vous montrer qui est de façon très intéressante,
c'est qu'on a pris les nerfs sciatiques de ces souris-là et grâce à des marquages spécifiques, on a regardé les cellules de Schwann, donc les cellules qui font la myéline, qui sont en général les cellules qui meurent. Et donc, on l'a comparé, mettons, avec une diète avec une présence de sucre et une fameuse diète cétogène sans sucre. Et donc, comme on voit dans les souris sauvages, donc non malades, on observe des petites présences de cellules roses grâce à des marqueurs de 2 facteurs spécifiques des cellules de Schwann qui montrent effectivement qu'il y a bien des cellules de Schwann chez la souris non malade. Par contre, chez la souris malade, on remarque que lorsqu'on met une diète avec du sucre, d'abord, on a une disparition totale de ces cellules de Schwann-là, mais on ne les récupère pas. Par contre, même après une diète, donc on les a nourris pendant 42 jours. On ne peut pas les nourrir très longtemps, ces souris, parce qu'elles meurent assez rapidement. Et on remarque même, surtout après 42 jours après la naissance, une augmentation vraiment extrêmement claire de cellules de Schwann qui réapparaissent grâce à cette diète cétogène-là. L'article en ce moment est en révision dans le Journal of Neuroscience. Cependant, la diète cétogène a été utilisée aussi pour d'autres pathologies, entre autres pour la stéatose hépatique. Donc, ce qu'on appelle la stéatose hépatique, c'est la quantité de lipides que vous accumulez dans votre foie. La quantité de lipides, la stéatose hépatique est très, très répandue au niveau de l'Amérique du Nord. D'ailleurs, c'est un de mes principaux sujets de recherche. Et je tiens à vous souligner d'abord que ça a été fait surtout chez les patients obèses. Et on a remarqué que chez ces patients, sous diète cétogène, on avait une diminution de la quantité de dépôts lipidiques dans le foie, avec une diminution de la synthèse des lipides par le foie, qui est essentiellement due à la présence de sucre. Donc, n'ayant pas de sucre, on diminue cette synthèse. On a une diminution de la synthèse du cholestérol, une augmentation de la dégradation des acides gras au niveau du foie, et bien sûr une augmentation de cette fameuse cétogénèse qui permet la formation de bêta-hydroxybutyrate. Cependant, il faut faire attention, c'est vraiment une capacité limitée au niveau de la cétogénèse au niveau du foie. Par contre, dans un article qu'on a publié dans Frontier in Nutrition en 2024, on a utilisé des souris qui n'étaient pas obèses. Alors ça, je tiens à le souligner, c'est des souris qui avaient état normal. On les a nourris pendant 12 semaines avec une diète cétogène sans sucre, la même diète qu'on avait utilisée chez les enfants crabés. Et on est très, très surpris de voir que non seulement on augmentait la quantité de dépôts lipidiques, donc de gras, de tissu adipeux, mais une augmentation de la quantité de lipides au niveau du foie, et comme on le voit très bien ici. Donc, on voit que chez ces souris-là, juste sur 12 semaines, cette diète cétogène-là avait quand même des effets assez spectaculaires au niveau de facteurs au niveau de la stéatose hépatique qui nous a beaucoup inquiétés. Qu'est-ce qui est connu sur la diète cétogène et le diabète type 2? Alors là, je dirais même le diabète de façon générale, il y a vraiment des effets controversés. Faire attention, ces études-là, souvent ont été faites chez les patients obèses et diabétiques de type 2, mais parfois juste sur des patients diabétiques de type 2. Donc, ce qui a été montré, surtout, alors ça a été montré par quand même des études prospectives qui sont des grosses études. Une étude qui a démontré sur 65 000 sujets, essentiellement des femmes japonaises en surpoids, mais qui ont un diabète ou un prédiabète, une diminution des facteurs associés au risque du diabète de type 2. Et dans une autre étude publiée en 2021, on montrait que sur 408 sujets, là, essentiellement des patients américains et australiens, il y avait aussi une diminution du risque du diabète de type 2 chez des patients qui avaient aussi du surpoids. Donc, on observe quand même une diminution du glucose sanguin avec cette diète cétogène. C'est des diètes qui duraient à peu près 24 semaines. Une diminution de l'hémoglobine glyquée, un niveau plasmatique d'insuline plus faible, une diminution de la résistance à l'insuline. Donc, les cellules vont mieux répondre à l'insuline et aussi une diminution de l'inflammation. Je vous ai dit qu'il y a cependant des effets controversés. Sur une étude qui a été faite sur 582 sujets, mais sur des patients de diabète de type 1, on n'a observé aucune diminution du déclin des cellules bêta du pancréas. Donc, c'était assez problématique. Nous avons aussi démontré
Et ça, nous ne sommes pas les seuls à avoir démontré ça, avec d'autres articles qui ont été publiés même récemment en 2023, que les effets de la diète cétogène sur le niveau de glucose plasmatique et le niveau d'insuline étaient délétères. Une augmentation du glucose plasmatique, alors bien démontré chez des souris non obèses, chez des souris normales. Donc toujours des souris avec 12 semaines de diète, une augmentation de l'insuline plasmatique et aussi une intolérance au glucose. De plus, ça a été très, très bien démontré que des patients traités au SGLT2, donc qui en fin de compte, c'est pour diminuer le glucose plasmatique, entre autres via les reins, on observait une acidocétose diabétique glycémique parce que déjà ces patients-là sous SGLT2 sont souvent en cétose, même si c'est en cétose légère. Si on augmente la cétose avec des diètes cétogènes, on peut observer des comas, des convulsions et des problèmes au niveau des reins, comme je vais vous le montrer plus tard. Et en plus, il faut faire très attention chez les patients traités avec par injection d'insuline. Il ne faut pas leur entraîner l'hypoglycémie et on le sait très bien, nous n'avons absolument pratiquement aucun sucre dans ces diètes cétogènes-là. Donc, il faut être très précautionneux. Il faut avoir des suivis très, 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 très serrés pour les patients avec diabète de type 2. Et diabète de type 1, ça ne semble vraiment pas fonctionner. Qu'en est-il des maladies cardiovasculaires? Alors, les maladies cardiovasculaires, je vous ai dit que la diète cétogène diminuait l'inflammation. C'est connu que l'inflammation diminue l'artériosclérose, les maladies coronariennes. Je vous ai montré, et tout ça a été montré chez des patients avec une diète cétogène intermittent, on augmente beaucoup le métabolisme énergétique via notre petite usine à énergie, la mitochondrie. Donc, on pourrait diminuer l'insuffisance cardiaque. On diminue, je vous l'ai dit, l'insuline. On a une meilleure santé, semble-t-il, de l'endothélium vasculaire. Une augmentation de l'excrétion urinaire. Et ça a été associé, bien sûr, à une diminution de la pression artérielle, mais beaucoup d'études suggèrent que c'est parce que c'est lié plutôt avec la diminution du poids, plutôt qu'un effet direct sur l'endothélium vasculaire. Donc, pour résumer, ce qui a été montré, c'est un article qui est publié par des collègues en 2023, que effectivement, ça augmente l'énergie des cellules endothéliales, ça semble augmenter la fonction des cellules endothéliales, donc les cellules qui sont à l'intérieur des vaisseaux. Ça module de façon intéressante, de façon positive, l'endothélium vasculaire. Ça a des effets anti-inflammatoires. Ça, je pense que c'est assez bien démontré. Ça diminue les espèces réactives d'oxygène qui sont nocives pour l'aspect de la santé cardiovasculaire. Ça semble aussi avoir inhibé le vieillissement prématuré des cellules endothéliales. Essentiellement aussi, ce qui a été montré de façon intéressante, ça inhibait l'activation des gènes pro-inflammatoires, mais aussi des gènes pro-athérogéniques. Ça diminuait, je vous l'ai dit, le glucose sanguin et l'hémoglobine glyquée. Donc, il semble avoir des effets aussi positifs. Par contre, je vais vous passer un petit peu de temps. Ça vous semble complexe comme diapositive, mais c'est pour résumer un petit peu les différentes études. Vous voyez, il y en a, mais il n'y en a pas non plus tant que ça. J'en ai peut-être oublié certains, mais c'est la plupart des grandes études qui ont montré que quand on regarde le profil lipidique du sang, c'est-à-dire les profils des lipides circulants, qui sont souvent en association avec les maladies cardiovasculaires, on regarde essentiellement le niveau de cholestérol circulant, le niveau de triglycérides, le niveau de bon cholestérol, ce qu'on appelle les fameux HDL, donc il vaut mieux en avoir plus que moins, et le mauvais cholestérol qu'on appelle les LDL pour le mauvais cholestérol. Plusieurs études ont été réalisées sur des diètes quand même assez courtes, de moins d'un an, et surtout avec des patients en obésité sévère, en surpoids, etc., et avec ou sans diabète de type 2. Ce qu'on observe, on observe quand même un profil lipidique intéressant avec une diminution du cholestérol, des TG, des LDL et une augmentation donc du beau cholestérol via les HDL.
Ça a été fait dans une autre étude de 4 semaines, une étude d'une semaine et demie, même sur les patients prédiabétiques, une étude de 12 semaines chez des femmes en surpoids. Par contre, l'effet sur les HDL n'est pas toujours évident, mais surtout, ce qu'on a vu, c'est que quand ça a été fait chez des patients non obèses, chez les hommes mettons en entraînement de l'endurance avec des diètes de 8 semaines ou des femmes en poids normal, soit qu'il n'y a pas de différence sur le profil lipidique, mais surtout chez les femmes mettant en poids normal, cette étude a montré que même une diète cétogène de 4 semaines augmentait la quantité de lipoprotéines, de LDL denses qui sont plus athérogéniques. Donc, il faut vraiment être très précautionneux. Mais surtout, quand on augmente la diète, par exemple sur une diète de 1 an, on voit qu'effectivement, il y a chez des patients en surpoids et diabète de type 2, une diminution des triglycérides, mais une augmentation du HDL cholestérol, du LDL cholestérol, donc qui est moins bon pour la santé cardiovasculaire. Donc, l'enjeu qu'on a, c'est qu'on voit que ces études-là ont été faites surtout sur des patients en surpoids, en obésité, avec ou sans diabète de type 2, mais aussi, c'est des études qui n'ont pas été faites à long terme. Donc, qu'est-ce qui est connu? Et puis ça, c'est très la grande mode sur la perte de poids. En fin de compte, qu'est-ce qu'on connaît sur les effets de la diète cétogène sur la perte de poids? Là aussi, il y a des données intéressantes. Il y a eu plusieurs articles qui ont montré que la diète cétogène diminuait l'appétit en agissant, entre autres, sur des hormones qui sont sécrétées par l'estomac, qui diminuent l'appétit, telles que GLP-1, l'acétylcycloquinine, la gréline. Donc, elles augmentent ces hormones qui diminuent l'appétit. Et elles diminuent au niveau de l'hypothalamus les peptides orexigéniques. Donc, là aussi, ça diminue l'appétit. On a une diminution de la lipogénèse, donc tout ce qui est la synthèse des lipides par notre corps, mais qui vient essentiellement du glucose. On en a parlé au niveau du foie, donc c'est normal, c'est qu'on observe une perte de poids. On a une augmentation de la lipolyse, c'est-à-dire de la dégradation de l'hydrolyse des lipides au niveau des tissus adipeux, ce qui peut être intéressant, avec essentiellement un effet sur les lipases, c'est active les enzymes qui sont impliquées dans la dégradation des lipides au niveau du tissu adipeux. Et on augmente l'efficacité métabolique, comme on dit, en augmentant l'activité mitochondriale. Qu'est-ce qui a été fait comme étude? Alors, il y en a de nombreuses, et puis de toutes les sortes, mais si on peut résumer, il y a eu quand même une méta-analyse qui a été faite sur 11 études avec des patients avec un IMC de plus de 30, donc c'est des patients gravement obèses, avec des diètes de 6 à 24 mois. Les réponses sont très hétérogènes. Mais je dirais qu'en moyenne, on arrive à observer une diminution du poids d'à peu près 10%, une diminution des triglycérides, mais ça reste que dans la majorité des cas, de 6 à 24 mois, on observe une augmentation du HDL et du LDL cholestérol dans le plasma. On a une autre étude qui a été faite sur une diète de 45 jours sur 10 269 patients, une étude récente. La majorité des patients étaient soit en surpoids, soit obèses, avec une diminution en moyenne de 10%, mais il y a certains patients qui avaient perdu jusqu'à 80% du poids. Alors, faire attention, c'est peut-être pas juste une diminution du tissu adipeux, ça peut être une diminution aussi, et ça, il faut faire très attention, de la masse maigre, donc de vos muscles, essentiellement parce que le corps a tendance à prélever le glycogène, donc le stockage du glucose dans vos muscles, pour le faire transformer en énergie par le foie via un mécanisme qu'on appelle la néoglucogénèse. Donc, il y a eu bien sûr une perte de poids. Dans cette étude-là, ils n'avaient pas regardé le niveau de lipoprotéines circulants. Donc, par contre, je vais vous faire un petit peu une homologie par rapport à ce qui était fait chez les animaux. Dans une étude qui est publiée récemment, ils ont montré que lorsqu'on met une souris, on la fait prendre du poids, donc sur une diète obésogène pendant 5 semaines, puis après qu'on la switch, qu'on la change soit sur une diète cétogène, soit on la laisse sur cette diète obésogène, on voit en fin de compte que même 3 semaines après en diète cétogène, on observe bien cette diminution de poids. Cependant, dans des études que nous avons faites, nous avons mis nos souris qui étaient en poids normal sur diète cétogène pendant 12 semaines et nous n'avons observé aucune différence au niveau du poids. Donc, on voit qu'il y a quand même, il semble avoir une différence, soit que les patients sont obèses ou non obèses.
Alors, il y a eu plusieurs études aussi qui ont été faites pour le traitement du cancer. Euh, les diètes cétogènes, les patients ont été mis sur diète cétogène. Alors, sur des temps différents, souvent, c'est de l'ordre de 12 à 24 semaines. C'est un peu le traitement un peu classique. Et alors, ça a été observé pour différents types de cancers, comme vous le voyez ici, que ça va du cancer ovarien au neuroblastome, au cancer du côlon, une diminution de la croissance de la tumeur et, en fin de compte, une augmentation du taux de survie des patients avec une diminution des métastases, une augmentation de l'efficacité de la chimiothérapie, entre autres. Et ça, essentiellement, ça peut s'expliquer, c'est parce que souvent, ce qui est connu, c'est que le principal carburant pour les cellules cancéreuses proliférées, c'est c'est le glucose. Et donc, on diminue la quantité intratumorale de glucose, d'où la diminution de la prolifération au niveau de la tumeur. On a vu que ça a influencé entre autres des mécanismes de signalisation cellulaire aussi qui sont impliqués dans la croissance de la tumeur et bien sûr une diminution de l'inflammation qui est vraiment une des pathologies associées à des gens qui développent des cancers. Donc ça semble aussi être intéressant. Et puis là maintenant, je vais essayer de vous dégonfler le ballon en disant qu'il y a quand même beaucoup d'effets secondaires sur cette diète cétogène. Il y a des effets gastro-intestinaux. Entre autres, vous comprenez qu'une digestion majeure de lipides est surtout très enrichie suivant le type de lipides que l'on utilise. On en discutera par la suite. Ça peut entraîner beaucoup d'effets gastro-intestinaux, entre autres des nausées, des vomissements, des diarrhées, voire certains patients des constipations à la différence. Beaucoup de déshydratation, ça augmente beaucoup l'excrétion urinaire et donc ça entraîne beaucoup de déshydratation. Donc, il faut vraiment prendre beaucoup de liquide avec ça. Ça entraîne une hyperuricémie, c'est-à-dire que, en fin de compte, c'est une accumulation d'acide urique qui entraîne aussi, on le connaît au niveau des genoux, au niveau des articulations, beaucoup d'inflammation. Avec ce qui a été observé aussi, c'est beaucoup de calculs vésiculaires chez 1,9% des enfants quand ils sont traités, jusqu'à 7,9% chez l'adultes. Fatigue, irritabilité, maux de tête, surtout quand la diète est mal balancée en protéines, d'où l'importance d'un suivi médical. C'est absolument pas conseillé pour les patients avec hypercholestérolémie familiale, donc une hypercholestérolémie génétique. Ça augmente de façon impressionnante le taux de cholestérol circulant. Il faut le faire très attention pour les patients sous médication du diabète avec une acidocétose, donc une augmentation incontrôlée de corps cétonique avec des problèmes rénaux, une augmentation de la pression artérielle, ça peut aller jusqu'à un coma. D'ailleurs, certains patients diabétiques peuvent mourir d'une cétose majeure. Ça augmente l'inflammation dans certains cas. Je vous ai dit que de façon générale, ça diminuait l'inflammation, mais suivant les types de lipides que l'on utilise dans les diètes, surtout si on prend des lipides saturés qui viennent des graisses animales, ça va vraiment augmenter à long terme l'inflammation. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, une augmentation des LDL plasmatiques, donc du cholestérol qui est transporté par les LDL et des impacts sur les risques de maladies cardiovasculaires. Et ces effets sont d'autant plus importants, c'est que quand il y a très peu d'études qui ont été réalisées au-delà de 2 ans, et sur 1 ou 2 études qui ont été faites à long terme, donc supérieures à 2 ans, on observe clairement cette augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, une augmentation des calculs rénaux via ce fameux stockage d'acide urique, un retard de croissance chez l'enfant, étant donné qu'on ne peut pas apporter autant de protéines que l'on veut. Donc, chez les patients épileptiques, il va falloir être très précautionneux. Une diminution a été observée aussi de la densité osseuse chez les athlètes d'endurance lorsqu'ils utilisent des diètes cétogènes à long terme, une anémie et même parfois une neuropathie, incluant celle du nerf optique. On ne peut pas dire qu'il faut vraiment faire attention. Et ça c'est quelque chose que je sais que c'est sur les patients, mais c'est ce que nous avons montré sur les souris, l'importance de l'intermittence. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, nous avons mis nos souris sous diète cétogène pendant 12 semaines, puis une diète standard. Nous les avons ensuite switchées sur une diète standard. Nous avons changé de diète, une diète standard pendant 4 semaines. Comme je vous l'ai montré préalablement, la diète de 12 semaines augmente le glucose plasmatique, augmente l'intolérance au glucose,
augmente la quantité de lipides, et puis surtout induit une stéatose hépatique majeure. Aussitôt qu'on arrête cette diète-là et qu'on met notre souris sur 4 semaines sur diète standard, on voit clairement qu'on inverse les effets et on retrouve notre glucose plasmatique, on retrouve notre tolérance au glucose et on diminue aussi notre adiposité. Et on n'est pas les seuls à avoir montré ça dans un article qui est publié récemment. Ça a été fait au niveau du foie et du rein, où ils ont mis leur souris sur diète cétogène pendant 4 semaines, puis 1 semaine sur diète standard. Et ils ont regardé des facteurs essentiellement délétères, à la fois pour le cœur et le rein. Et on voyait que si c'était augmenté dans la diète cétogène, juste 1 semaine de diète normale pouvait inverser les effets. Donc, l'intermittence serait peut-être quelque chose de très intéressant pour les patients suivis ayant besoin d'une diète cétogène pour des pathologies particulières. Cependant, il y a différentes diètes cétogènes. Alors, je voulais parler de la diète cétogène standard, qui est la diète classique, ou plus ou moins modifiée, qui est surtout utilisée chez les patients qui ont une intolérance totale au glucose ou qui ne peuvent pas gérer le glucose endogène avec des mutations particulières, avec des ratios très, très forts de lipides, 4-1. On commence à une introduction de 3-1, 90% des lipides des calories venant des lipides sont riches en acides gras saturés souvent, donc beaucoup de diètes ont été modifiées en enrichissant en oméga 3 qui sont plutôt plus favorables au métabolisme général ou en acides gras chez moyenne, comme je vais vous le montrer. Cependant, cette diète est très désagréable à avaler, très difficile à préparer, donc difficile à maintenir. Et on n'a absolument aucune étude à long terme sur ces types de diètes-là. Donc, beaucoup de gens maintenant s'orientent sur la diète Atkins modifiée, qui est plus prescrite pour la perte de poids et l'épilepsie, dans des conditions extrêmement particulières, avec un ratio de 1-1, c'est-à-dire on a 1 gramme de lipides pour 1 gramme de protéines plus glucides. Donc, on limite les sucres aussi, mais sans limiter les protéines. C'est plus facile à maintenir avec moins d'effets secondaires. On a moins besoin d'une cétose. Et c'est peut-être l'avenir plutôt pour le long terme. À l'heure actuelle, il y a aussi un développement d'une diète à base de MCT. Donc, c'est des acides gras à chaîne moyenne qui sont contenus dans l'huile de noix de coco. Ils sont beaucoup moins délétères. On l'a montré aussi dans d'autres études pour la santé cardio-métabolique. On autorise dans ces cas-là beaucoup plus de sucre parce que les acides gras chaîne moyenne sont favorisent vraiment énormément la cétose. C'est-à-dire qu'ils forment beaucoup de corps cétoniques très rapidement parce qu'ils sont intégrés très rapidement dans la mitochondrie. Ça semble moins délétère pour la santé cardio-métabolique, mais c'est parce qu'il y a des effets gastro-intestinaux assez fréquents. Diète à indice glycémique faible, qui est une diète qui est basée en fin de compte sur le fait que la diète cétogène diminue le taux de glucose. Donc, il y a des diètes aussi, faut le faire vraiment en lien avec des nutritionnistes. Donc là, on n'a pas besoin de cétose, on diminue juste le sucre, mais de façon moins importante. Et il y a le jeûne intermittent, c'est une nouvelle alternative qui semble émerger aussi. C'est une cétose rapide, je veux dire, par des mécanismes différents. Je vous en ai parlé au début sur l'historique. Mais celle-là aussi, elle peut avoir des effets secondaires, surtout quand on la combine à une diète cétogène par la suite. Donc, en conclusion, je vais vous peut-être des grandes lignes de ce que je vous ai présenté. La diète cétogène semble avoir des effets bénéfiques pour les patients en obésité, en surpoids, parce qu'essentiellement, c'est des diètes qui réduisent la nourriture, mais surtout l'apport calorique. Semble avoir des pertes de poids avec des profils métaboliques chez les patients en obésité et surpoids qui semblent être assez favorables. Pour l'obésité et le diabète de type 2, on a très, très peu d'études de moins de 2 ans. Il n'y en a pratiquement aucune. On semble avoir des effets favorables à court terme, mais des effets indésirables dus justement à cette augmentation de LDL cholestérol et donc des effets au niveau vasculaire. Donc, ce problème qu'on a beaucoup avec les diètes cétogènes, c'est la perte de la persévérance avec des diètes qui sont très restrictives, manque de données à long terme, préférer des diètes avec des acides gras saturés de type oméga 3, MCT, donc acides gras chaîne moyenne, l'utilisation de l'huile de coco. Et surtout, je voudrais le souligner, avec des interventions suivies par un spécialiste, des précautions pour les longs termes et des conseils qui devraient être faits par les médecins pour des interventions pour des maladies spécifiques. Donc, je tiens à remercier d'abord Gaëtan, qui est l'étudiant en doctorat qui a fait toutes ces études chez nous sur la diète cétogène,
avec les collaborations de gens en neuro plus à l'UQAM. Et bien sûr, un grand merci à Louis et Hayden, qui étaient des enfants Krabbe, et les fondations créées par leur maman, qui nous ont permis de développer cette étude sur les diètes cétogènes et la maladie de Krabbe. Je vous remercie tous.